Bonjour tout le monde. Bienvenue, c'est donc la dernière session aujourd'hui, mais pas des moindres, puisqu'on va parler de Nice 2, faire un petit point de situation en attendant la transposition qui va arriver. Et on va en discuter avec Garance Mathias, vous êtes avocat associé chez Mathias Avocat, et Olivier Linel, vous êtes CISO Group chez EDF. Donc peut-être la première question qu'on peut se poser sur Nice 2, c'est qu'est-ce qui est nouveau avec Nice 2 par rapport à Nice 1 et qu'est-ce qu'on en attend en fait? Quels atouts, quels avantages supplémentaires on en attend? Déjà, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet Nice 2 qui est effectivement passionnant et qui va soulever beaucoup de questions. Parce que comme on va le voir ensemble, il y a encore beaucoup d'interrogations puisque le texte a peut-être été adopté au niveau de l'Union européenne, mais c'est une directive, donc va devoir être transposée dans notre droit national dans un délai de 21 mois, donc printemps 2024. Pour revenir à votre question, c'est-à-dire quelles sont les nouveautés? Déjà, ça abroge un premier texte. Avant, il y avait Nice 1. Nice 1 est abrogé, c'est Nice 2. C'est un autre paradigme, une volonté de l'Union européenne, parce qu'on s'inscrit dans une politique globale de l'Union européenne sur la cybersécurité et préserver, renforcer tous les maillons de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'en Nice 1, on parlait effectivement d'OSE, de FSN, on parle plus du tout effectivement de ces acronymes un peu barbares où personne avait tendance parfois à se questionner de quelle catégorie je suis. Là, on va effectivement élargir le champ. Donc une volonté déjà d'élargir le champ des acteurs, que ce soit des acteurs privés, publics, indépendamment des tailles de secteur. Donc une augmentation de tous les acteurs concernés. Une augmentation aussi, indépendamment, et ça a été une volonté des secteurs d'activité. Et la question que toutes les entreprises se posent, c'est est-ce que je suis concernée et est-ce que je suis une entité critique ou pas? Voilà, ça c'est la question. Effectivement. Dans le cadre des nouveautés, c'est aussi un renforcement des sanctions. Alors bon, ça fait effectivement beaucoup moins plaisir de parler de sanctions. Il y avait déjà des sanctions dans Nice 1, on avait tendance à les oublier, mais il y a des sanctions qui sont renforcées dans Nice 2 avec une volonté de la Commission européenne. On verra aussi d'un point de vue de l'État national si c'est de maintenir les sanctions, mais en tout cas de les renforcer, de les appliquer. Donc une sensibilisation aussi des dirigeants qui est accrue. Donc un changement de paradigme. Et c'est, comme je le disais au début de mon intervention, c'est toute la chaîne des acteurs qui va être concernée. Donc un point très important qu'on revoit dans d'autres textes de l'Union européenne qui ont été adoptés récemment. Oui, on va en reparler d'ailleurs de ces autres textes, mais globalement, on dit qu'elle recouvre environ 10 fois plus d'entités qu'avant. Ça veut dire qu'il y a toute une partie qui était déjà soumise à Nice 1, donc qui sont déjà plus ou moins conformes. Par contre, il y a quand même une grosse partie qui va devoir faire un gros effort de mise en conformité. Alors l'effort va être là. Alors l'effort, il faut savoir que vu comme on est sur un texte qui va être transposé, on connaît les principes. Là, avec la directive, la loi de transposition, on verra jusqu'où ça va. Donc, effectivement, il va y avoir des efforts à faire dans le cadre, effectivement, de se mettre à niveau, si je peux m'exprimer comme ça, par rapport à la résilience des systèmes d'information, par rapport, effectivement, à la sensibilisation. Alors, peut-être que c'est des choses qui semblent peut-être d'évidence, surtout quand on est là où on est aujourd'hui, mais pour tous les acteurs, et notamment des plus petits acteurs, ou des acteurs des collectivités ou autres, ça veut dire mobiliser du temps, des hommes, des moyens et surtout effectivement essayer de comprendre, et c'est là où on a besoin d'experts hein, comme Olivier, hein, franchement essayer de comprendre le pourquoi et pour quelle finalité et quels sont les actifs que je vais devoir protéger, indépendamment de l'orientation publique, de l'orientation quand je suis une collectivité ou quand je suis une administration ou quand je suis une entreprise par rapport à la sécurisation de mon business ou la sécurisation des informations que j'ai, pas uniquement et seulement des données à caractère personnel. Ça va être aussi de sécuriser, on va dire, l'ensemble des transactions et de l'information. Donc on est sur une, on va dire, sur une gouvernance globale. C'est ce qui avait été noté effectivement, parce qu'il y a eu une analyse d'impact avant la directive, ce qui avait été noté d'avoir besoin d'une cohérence globale dans ce texte. Et alors justement, pour les experts que vous êtes, Olivier, quel est l'effort supplémentaire à fournir entre Nice 1 et Nice 2 et comment vous mettez un peu l'expérience de Nice 1 au profit de la seconde version?
Alors, ça dépend si on a déjà été assujetti ou pas, hein. Et donc, je pense qu'on a deux catégories. Garance vient de très bien de l'expliquer. On a ceux qui vont le découvrir et qui vont devoir réagir par rapport à ça et s'intégrer. Et il y a ceux qui y sont assujettis. Donc, c'est le cas au niveau d'une partie de nos activités au sein du groupe EDF. On a une RSSI d'une très grosse direction qui a énormément travaillé sur le sujet et qui peut en témoigner, Sabine Bernardo. Et en l'occurrence, sur ceux et celles qui ont déjà mis en application, on reste finalement dans l'effort à faire du côté de l'opérateur assez similaire. C'est-à-dire que l'approche de l'analyse d'impact et de la maîtrise des risques et de l'implémentation des règles est pérenne et mise en œuvre. Par contre, le périmètre s'étend, comme vient de le dire Garance, au niveau de nouveaux opérateurs, de nouveaux secteurs d'activité. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que on ait quelque chose d'uniforme sur l'ensemble des acteurs qui doivent contribuer, puisqu'on a un facteur x100, grosso modo, donc on passe de quelques centaines à une bonne dizaine de milliers d'opérateurs en France, et donc une nécessaire coordination et une nécessaire équité. Il ne faut pas que l'effort à faire pour mettre en place ces exigences soit applicable à certains, pas à d'autres. Et ça, c'est un point important pour la transposition par rapport aux différents seuils, à ce genre de choses. Et de la même manière, on peut aussi se poser des questions sur des activités qui sont en émergence. Je pense à la mobilité électrique, je pense à ce genre de choses, sur lesquelles un coût de sécurité trop important pourrait être compliqué. Et donc, il faut quelque chose aussi qui soit adapté et proportionné. Et quelles leçons vous pouvez tirer, quel retour d'expérience en fait de la mise en conformité avec Nice 1 déjà? Alors, des leçons positives. C'est-à-dire que ça a eu le mérite d'amener un référentiel plus large que celui qu'on avait vu par rapport à d'autres obligations liées à la défense nationale. Ça a permis aussi à tous les acteurs de comprendre ce que c'est qu'une homologation, ce que c'est que la maîtrise d'un risque au niveau de l'acteur qui dirige l'activité du processus ou du métier et qui du coup assume sa prise de risque et la comprend. Ça, je pense que c'est un point important qui a été amené. Et le deuxième point qui a été aussi amené au travers de Nice, c'est une professionnalisation pour l'ensemble de l'écosystème de la manière avec laquelle on manage le risque. Et donc maintenant, arriver avec un Nice 2, imposer des déclarations de notification d'incidents, de vulnérabilité, des échanges entre les CESERT au niveau européen, et on aimerait bien les avoir aussi en mixte entre le secteur privé et les opérateurs publics. C'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'il y a une Nice 1 qui nous a donné les bonnes habitudes et qui a monté le niveau, pas des structures matures. Nos structures les plus importantes savaient faire ce genre de choses, pas forcément leur réseau de sous-traitance ou nos écosystèmes. Est-ce que vous faites un peu le même constat finalement Oui, effectivement. Alors peut-être un mot-clé, c'est effectivement uniformisation, on va dire, au niveau de tous les acteurs, et j'allais dire au niveau des États membres, vu comme c'est une transposition. Il y a une marge d'appréciation qui est laissée aux États membres. Et c'est vrai que c'est là où effectivement il pourrait y avoir, j'allais dire, des surprises, entre guillemets, en disant quelle va être la marge d'interprétation qui va être laissée et qui va être prise. Les États membres vont s'en saisir. Alors qu'il y a une volonté, et c'est dit dès le début du texte, dans ses considérants, d'avoir cette cohérence, d'avoir effectivement cette volonté, d'avoir cette approche globale par les risques. Donc c'est là où certains commentateurs disaient, mais pourquoi ne pas avoir fait un règlement? Voilà. C'est bon. Ça, c'est un débat qui nous échappe puisque la directive est adoptée et qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une marge d'interprétation importante. Alors, totalement d'accord. Enfin, sur le règlement, je n'ai pas assez de niveau juridique pour avoir un avis. Ceci étant dit, mais c'est pertinent, ceci étant dit, opérationnellement, ça pose aussi des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe international, qu'on est présent dans un certain nombre de pays européens, qu'on a un incident ou des exigences d'une certaine manière dans un pays, pas dans l'autre, et qu'on doit coordonner ça au niveau du groupe à l'échelle internationale. Et là, ça peut, si on est dans l'hypothèse pour l'instant, mais si les transpositions sont trop différentes et sont hétérogènes, on aura des difficultés de coordination au niveau européen. En effet, vaste chantier, puis d'autant plus qu'il y a d'autres textes en fait qui arrivent. Il y a le Cyber Resilience Act, le Data Governance Act. Enfin, voilà, il y a toute une série de textes européens qui vont aussi, genre je sais plus si c'est des directives ou des règlements, mais qui vont quand même nécessiter un petit travail de la part des États. Comment tous ces textes finalement s'articulent? Est-ce qu'ils se chevauchent pas un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Alors, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Ça, c'est seul l'avenir nous dira. C'est autre chose. Après, effectivement, ce qu'il peut y avoir un risque, notamment quand c'est une directive, alors que par exemple sur les autres textes, que ce soit le règlement lié à tout ce qui est secteur financier, donc l'acronyme DORA, c'est un règlement.
Donc même s'il y a une directive qui va modifier des textes sectoriels, ça reste déjà quelque chose du secteur, donc ça va s'appliquer au secteur financier, alors que NIS 2 est un texte, on va dire, plus global, c'est-à-dire que les entreprises qui sont soumises, qui font partie du périmètre du secteur financier, vont être dans le champ d'application du règlement DORA. Sur tout ce qui est Cyber Resilience Act, là pour le coup pareil, c'est Act, donc c'est un règlement et on est en train de discuter, donc on est sur un projet qui commence effectivement depuis quelques mois, donc on ne peut pas dire effectivement il y a une volonté politique derrière de l'adopter vite, il y a une volonté effectivement, enfin vite autant que permet le processus législatif européen. Donc c'est aussi un temps, on va dire, juridique, un temps politique qui peut être différent parfois du temps ou de l'innovation que souhaiteraient avoir les entreprises. Mais on est sur d'autres paradigmes. Donc effectivement, on a des textes qui arrivent, qui répondent à des vrais besoins. On a d'autres textes liés à plus des approches, on va dire, liées aux plateformes, liées à la concurrence, avec qui pour effectivement donner d'autres ampleurs à l'Europe, ainsi que l'intelligence artificielle, qui a un règlement, là encore, où là, c'est vraiment des textes attendus. Après, sur les délais de notification ou autres, parce qu'effectivement, même s'il y a une remontée, même s'il y a le rôle de l'ENISA qui est là pour centraliser, il faudra être vigilant, et ça, c'est des règles de gouvernance, qu'on n'ait pas des délais, on va dire, très disparates dans les différents textes, qui pourraient la complexifier. Une gestion du risque, une gestion opérationnelle et dans les cas de crise notamment en se disant mince, quel risque je suis, quels sont les délais pour faut que le temps juridique et le temps opérationnel marchent main dans la main. Et donc en complément, qui n'ont pas été cités, il y a la directive REC, donc qui impose une résilience, alors même si ce n'est pas la partie cybersécurité, mais quand on fait un exercice de crise, ça peut toucher la cybersécurité, mais ça peut avoir des impacts dans les processus métiers, donc ça va forcément avoir une adhérence forte. Et puis vous avez d'autres réglementations qui sont plus sectorielles, donc dans notre domaine d'activité, c'est le network code, le code réseau. Et donc là aussi, on nous redemande les mêmes choses. Et donc, vu du point de vue, alors je ne sais pas si c'est de l'expert ou de l'opérationnel, nous, ce qui commence à nous affoler, c'est que si tout le monde nous demande un exercice, si tout le monde nous demande une notification, si tout le monde nous demande de rendre compte de ce qui s'est passé, tout ça dans des schémas différents, tout ça avec des choses qui s'empilent, on rentre dans une sorte de millefeuille réglementaire, déjà difficilement lisible pour nous et extrêmement compliqué à mettre en œuvre, d'autant plus qu'on est dans un milieu opérationnel dans lequel on a un état de la menace qui grossit, et dans le secteur de l'énergie, je pense que ça n'a échappé à personne, et donc on risque de perdre des ressources qui nous sont très utiles au niveau opérationnel pour corréler l'ensemble de ce millefeuille réglementaire. Et c'est ce que je trouve bien avec NIS 2, c'est que NIS 2 me paraît quand même la réglementation qui est la plus englobante et la plus orientée cybersécurité. Et donc de ce point de vue-là, idéalement, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'ensemble des exigences de NIS 2 qui sont appliquées, du coup, ne devraient pas être appliquées dans les autres environnements et devraient plutôt bénéficier, ou directive, bénéficier d'une équivalence ou quelque chose comme ça, de manière à ne pas faire de la réitération opérationnelle. Oui, d'autant que vous êtes plutôt une grosse entreprise, mais on se doute qu'il y a quand même une grosse majorité qui sont des entreprises plus petites et pour lesquelles justement jongler entre ces différents textes va être d'autant plus compliqué, et j'imagine peut-être même pour vos fournisseurs, partenaires, sous-traitants. Alors, c'est effectivement difficile pour nos partenaires, nos sous-traitants, mais c'est même difficile pour nos entreprises. Enfin, avec les RSSI métiers, on travaille énormément avec les métiers, avec les DSI évidemment, mais aussi avec les métiers, pour leur expliquer, pour leur faire comprendre ce qui doit s'appliquer. Et en fait, les métiers perçoivent ça comme une sorte de surajout continu d'éléments supplémentaires qui arrivent, qui sont légitimes, moi je comprends leur origine, mais qui complexifient énormément leur compréhension et leur lisibilité. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il faut qu'on gère nos écosystèmes au niveau de la supply chain, de la chaîne des fournisseurs, mais aussi nos écosystèmes internes côté métier, pour qu'ils comprennent finalement ce qui doit s'appliquer, ce qui ne doit pas s'appliquer, et pourquoi. Et ça, c'est assez complexe. Et Garance, vous mentionniez tout à l'heure les sanctions. Qu'est-ce qui diffère entre NIS 1 et NIS 2 ? Indépendamment du périmètre d'application qui est beaucoup plus large, effectivement, ça va être un montant plus élevé, un montant aussi peut-être laissé à l'État membre, et là de mettre des sanctions pénales. Donc là, on va voir aussi la transposition, parce que c'est pareil, les considérants parlent, et le texte parle aussi de laisser l'État membre une possibilité de qualification de sanctions de nature pénale.
Donc, je pense que pareil, on est dans un changement de paradigme. Après, je rejoins Olivier sur le fait que Nice 2 est un texte qui se veut global, effectivement pilier du déploiement d'autres textes beaucoup plus sectoriels et beaucoup plus précis. Et donc comment ce texte, avec cette galaxie d'autres textes, parce que l'objectif finalement c'était de contribuer à une Europe plus résiliente, plus harmonisée aussi sur ces questions-là. Donc vous voyez vraiment ça comme un pilier de cette démarche? Alors je ne sais pas si, à titre personnel, je ne sais pas si je vois ça comme un pilier. En tout cas, c'est présenté dans les textes comme étant un des piliers. Voilà, effectivement, parce que l'état de la menace, la cyber-résilience et tout simplement la digitalisation accrue qu'on a connue avec la crise liée au Covid-19 a fait effectivement qu'on a un changement, je dirais bien, de paradigme et une prise en compte au niveau réglementaire de ce besoin de sécurité, de résilience lié au système d'information, lié effectivement au métier opérationnel pour avoir une continuité d'activité et une continuité tout simplement du business ou d'une activité de gestion quotidienne d'une administration ou d'une collectivité, quoi. Et Amélie, pour répondre à ta question, je pense que c'est une référence commune et c'est ce que je constate au sein de mes propres structures internes, y compris à l'international sur les filiales, c'est-à-dire qu'on parle bien, on parlait déjà le même langage, mais on parle d'une référence commune qu'on reconnaît comme étant de qualité et qu'on a soutenue d'ailleurs lors des différentes étapes législatives. On a échangé avec Bart Groothuis pour faire part de notre proposition et on a répondu à un certain nombre d'amendements vis-à-vis des groupes qui avaient porté les amendements. Donc il y a 600 amendements qui avaient été publiés. Et donc à ce titre-là, pourquoi on a fait tout ça? Parce que ce qui était important, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce texte très généraliste finalement, après tombe dans l'excès dont on a parlé juste avant, et se retrouve dans sa déclinaison ou dans la manière avec laquelle il s'applique une sorte de source d'injustice parce que certains échapperaient, d'autres n'échapperaient pas et du coup on générerait des déséquilibres et finalement on aurait été trop englobant. Mais oui, c'est un pilier, oui, c'est une référence commune et c'est pas quelque chose de contesté. C'est-à-dire qu'on se projette bien dans ce qu'on va devoir mettre en œuvre par rapport à Nice 2. Oui, alors juste peut-être effectivement dans le prolongement, il ne faut pas oublier que Nice 2 ainsi que le texte s'inscrit dans une stratégie qui a été effectivement portée par la présidente de la Commission européenne. Donc cette volonté de ce qu'on a appelé pilier, et là-dessus on partage cette référence qui est effectivement celle portée par la Commission européenne, c'est vraiment de mettre la résilience, de mettre la structuration, prendre en compte l'état de la menace au cœur, on va dire, y compris du pouvoir législatif. Ce qui est ça qui est intéressant aussi, c'est que vraiment la Commission européenne se saisit par ces normes, effectivement, pour préserver les entreprises, les administrations. Et puis on espère aussi qu'il y a ça va peut-être entraîner d'autres pays dans cette même élan finalement, comme un peu on parlait de ça pour le RGPD, l'influence normative de l'Europe. Est-ce que Nice a aussi ce pouvoir de peut-être interpeller les partenaires de l'UE? En fait, les partenaires de l'UE ont aussi des réglementations qui sont en cours de construction, donc tout le monde va dire dans ce sens d'avoir une harmonisation, enfin une globalité. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir si c'est les mêmes standards, parce que là, effectivement, il y a des standards techniques qui vont peut-être différer ou pas, à voir, mais il y a une volonté effectivement de protection, en fait, d'harmonisation, y compris au niveau réglementaire. Et en complément, je pense que le prochain objectif, plutôt que d'aller sur une dimension plus large où effectivement on se heurte à d'autres réglementations et aussi des approches assez souverainistes des différentes zones géographiques mondiales d'un point de vue géopolitique, et du coup je pense que le prochain enjeu par rapport à Nice 2, c'est comment on va réussir au niveau des écosystèmes déjà nationaux et européens à s'approprier cette réglementation, à ouvrir aussi une réglementation qui finalement a été faite par les États pour les États un petit peu. Et donc à ce titre-là, il va falloir aussi que les CSR parlent entre le privé et le public avec des niveaux de maturité qui ne sont pas forcément les mêmes, que les déclarations de vulnérabilité se fassent, mais en même temps que les chaînes de fournisseurs et les intégrateurs, je pense notamment à l'industriel, commencent à jouer le jeu. Et donc tout ça va devoir se stabiliser. Et je pense qu'autour de Nice 2, tous ces effets rebonds pourraient être salvateurs si tout le monde joue le jeu. Vaste chantier, donc si je comprends bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On voit qu'il y a beaucoup à faire et puis un peu de suspense avant de voir ce que donne la transposition. Peut-être rendez-vous ici dans quelques mois ou l'année prochaine pour faire le point sur ce qu'il en aura été. Merci beaucoup d'avoir donc partagé vos réflexions sur ce sujet et puis on attend avec impatience la suite du feuilleton Nice alors.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions si on a une. Non. Non, bah, c'était très clair alors. Merci beaucoup.